Son visage s'est crispé, et il a porté ses mains à sa gorge. Les tentacules s'étaient accrochés dans son œsophage, obstruant partiellement sa respiration. J'ai travaillé dans une station de ski de luxe très prisée. Là-bas, nous avions un programme destiné aux jeunes adultes venus de l'étranger. L'idée était de leur offrir une expérience pratique sur la gestion d'un hôtel ou d'un département spécifique de l'établissement. Une initiative intéressante sur le papier, mais qui s'est révélée très différente dans la réalité. Comme les parents devaient financer le voyage jusqu'à notre station de ski isolée, cela attirait surtout des enfants de familles aisées, souvent peu motivés à fournir des efforts. Je travaillais dans les cuisines. Un jour, une fille, visiblement décidée à éviter le travail, a eu une idée complètement absurde. Elle a imaginé un plan pour être excusée pendant quelques jours et profiter de ce temps pour faire du shopping et skier. Son idée ? Envelopper son bras dans du film plastique, le tremper rapidement dans la friteuse pour faire fondre le plastique et simuler une blessure. Selon elle, cela suffirait pour qu'on lui accorde un congé pour se remettre. Le problème, c'est que son plan a tourné à la catastrophe. Le plastique a fondu sur sa peau, provoquant une grave brûlure. Elle a dû être hospitalisée et, si je me souviens bien, elle y est restée plusieurs jours. Finalement, elle a eu besoin d'une greffe de peau et a dû rentrer chez elle bien avant la fin de son séjour. Une situation à la fois tragique et complètement évitable si elle avait simplement assumé son travail. Plus tard, j'ai travaillé dans un autre restaurant, situé dans un quartier bien moins huppé. Là-bas, l'ambiance était bien différente, et les normes d'hygiène laissaient parfois à désirer. Mais rien de ce que j'ai vu n'a égalé ce que j'ai appris sur un autre restaurant du coin. Ce restaurant, à quelques rues de notre établissement, a été fermé par les autorités sanitaires après une découverte particulièrement essayante. Un rat s'était retrouvé coincé dans l'huile de la friteuse, et, pire encore, il y était resté un bon moment. Lors de l'inspection, ils ont découvert que l'huile n'avait pas été changée depuis 2 mois. Imaginez un instant tous les plats qui avaient été préparés avec cette huile contaminée. Rien que d'y penser, cela donne la nausée. C'est le genre de choses qui reste gravé dans votre mémoire et qui vous fait réfléchir à 2 fois avant de manger dans un endroit douteux. Il y a environ 7 ou 8 ans, je travaillais dans une cuisine où l'effervescence et la précipitation faisaient partie du quotidien. On était en pleine heure de pointe, ce moment où tout le monde s'active sans relâche, les commandes s'enchaînent, les cris des chefs de poste résonnent, et l'odeur de friture et d'épices emplit l'air. Ce jour-là, tout semblait se dérouler comme d'habitude, mais en cuisine, il suffit d'un détail pour que tout bascule. Alors que je surveillais la ligne de préparation, quelqu'un, je ne sais toujours pas qui, a malencontreusement fait tomber une bombe aérosol de Veugalène dans la friteuse. Le Veugalène, pour ceux qui ne connaissent pas, est un spray anti-adhésif utilisé en cuisine. Sur le moment, personne n'a remarqué ce qui venait de se passer. L'objet a sombré dans l'huile bouillante, dissimulé sous la surface crépitante. Chacun continuait son travail, concentré sur ses tâches, ignorant que cette petite bombe à retardement était sur le point de bouleverser la journée, et ma vie. Pendant environ 5 minutes, la bombe aérosol a chauffé doucement dans l'huile à 180 degrés. 5 minutes, c'est à la fois très court et incroyablement long quand on y pense après coup. Puis, sans prévenir, elle a explosé. L'explosion a été assourdissante, comme un coup de tonnerre dans la cuisine. Je me souviens du bruit sec et brutal, suivi d'un souffle qui a projeté tout le contenu de la friteuse dans les airs. C'était irréel, comme au ralenti. L'huile bouillante s'est élevée en une sorte de geyser, illuminée par les lumières de la cuisine, avant de retomber dans toutes les directions. Malheureusement, j'étais directement sur sa trajectoire. Quand l'huile m'a touché, j'ai été submergé par une douleur que je n'aurais jamais pu imaginer. C'était comme si ma peau fondait instantanément sous la chaleur. J'ai crié, mais je ne me souviens même pas du son de ma propre voix. Les secondes suivantes sont floues. Mes collègues ont réagi rapidement, l'un d'eux m'a tiré hors de la zone, un autre a crié d'appeler une ambulance. Je pouvais sentir l'huile s'infiltrer dans mes vêtements, brûlant chaque centimètre de peau qu'elle touchait. Tout ce que je voulais, c'était que la douleur s'arrête. Quand les secours sont arrivés,
ils m'ont enveloppé dans des pansements spécifiques pour brûlures et m'ont transporté à l'hôpital en urgence. Là-bas, j'ai appris que j'avais subi des brûlures graves sur une grande partie de mon corps. Les 2 mois qui ont suivi ont été parmi les plus difficiles de ma vie. Chaque jour à l'hôpital était une lutte. Les pansements devaient être changés régulièrement, un processus horriblement douloureux. Les médecins ont finalement décidé que j'aurais besoin d'une greffe de peau pour réparer les zones les plus gravement touchées. Je suis passé par 10 heures de chirurgie pour remplacer la peau endommagée par des greffons prélevés sur d'autres parties de mon corps. Le rétablissement après cela a été long et ardu. Je devais réapprendre à bouger certaines parties de mon corps à cause des cicatrices qui tiraient la peau. Les séances de physiothérapie étaient épuisantes, tant physiquement que mentalement. J'ai aussi dû affronter le regard des autres, car certaines cicatrices restent visibles. Il m'a fallu du temps pour les accepter comme une partie de moi. C'était mon tout premier jour de travail chez Maca, et je me retrouvais déjà face à une machine que je ne comprenais pas vraiment. Alors que je m'apprêtais à filtrer l'huile de la friteuse, un message d'avertissement est apparu, vérifiez le boîtier. Pour donner un peu de contexte, filtrer l'huile consiste à la pomper à travers un boîtier contenant 2 tamis pour la nettoyer des résidus. Évidemment, je n'avais aucune idée de ce que cet avertissement signifiait, alors je me suis tourné vers mon formateur, celui qui était censé m'apprendre les bases. Il a jeté un coup d'œil, d'un air détendu, m'a dit « Pas de souci, ça te prévient généralement quelques filtrages avant qu'il faille vraiment intervenir. Vas-y, filtre l'huile. » Fidèle à ses instructions, j'ai suivi la procédure. Au début, tout semblait normal. Mais en un instant, la situation a dégénéré. De l'huile bouillante a commencé à couler par le bas de la machine, formant rapidement une flaque qui s'étendait au sol. La flaque s'est transformée en une véritable rivière qui a trouvé son chemin jusqu'au bureau du manager. Je ne savais plus où donner de la tête. Mon formateur paniquait à moitié, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Il s'est avéré que quelque chose dans le boîtier était obstrué. L'huile du dernier filtrage n'avait pas été complètement évacuée, et la nouvelle huile n'avait tout simplement nulle part où aller. Résultat, une inondation d'huile brûlante. Je me souviens encore du chaos qui a suivi. Le manager est sorti en trombe de son bureau, horrifié par l'huile qui ruisselait sous son bureau. Moi, je pensais que ma carrière à Maca était terminée avant même d'avoir vraiment commencé. Pourtant, contre toute attente, ni mon formateur ni moi n'avons été renvoyés. On a nettoyé le désastre tant bien que mal, et je suis resté travailler là-bas pendant 2 ans et demi après cet incident. Dans les années 80, les rouleaux de film plastique utilisés en cuisine étaient livrés dans des boîtes équipées d'un bord tranchant, une lame dentelée qui servait à couper le film. Une vraie lame de rasoir, bien plus dangereuse qu'on ne le croyait à l'époque. Dans le restaurant où je travaillais, il y avait une cuisinière qu'on va appeler Jane. C'était une bosseuse, toujours en mouvement, essayant de tout faire rapidement et efficacement. Ce jour-là, elle était en train d'emballer quelque chose avec le film plastique. Tout semblait normal, jusqu'au moment où la boîte a glissé du bord de la table de préparation. Instinctivement, elle a tendu sa main libre pour rattraper la boîte avant qu'elle ne tombe au sol. Mais elle l'a attrapée par le mauvais côté, directement sur la lame dentelée. Ce qui s'est passé ensuite m'a donné des frissons. La boîte, lourde et déjà en chute, a continué son mouvement, glissant à travers sa paume comme une scie mécanique. Tout s'est passé en une fraction de seconde, mais le résultat était effrayant. Sa main s'est ouverte profondément, jusqu'à l'os. C'était comme si la peau de sa paume s'était décollée, un spectacle que je ne pourrai jamais oublier. Le sang s'est immédiatement mis à couler, beaucoup trop pour qu'on sache par où commencer. Jane était en état de choc, figée, regardant sa main mutilée sans vraiment réaliser l'étendue des dégâts. Quelqu'un a rapidement appelé une ambulance pendant qu'un autre essayait de comprimer la blessure avec des serviettes, mais il semblait impossible d'arrêter l'hémorragie. La panique régnait dans la cuisine, mais en même temps, tout le monde essayait de rester concentré. Jane a été emmenée en urgence, et c'est la dernière fois que je l'ai vue ou entendu parler d'elle. Elle n'est jamais revenue travailler. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé après ça,
mais cette scène m'a hanté pendant longtemps. Je suis propriétaire d'un restaurant, et un jour, j'ai embauché un gars qui prétendait avoir 5 ans d'expérience sur une friteuse et une plaque de cuisson. En entretien, il semblait sûr de lui, alors je lui ai demandé s'il savait nettoyer une friteuse. Il a ri légèrement, l'air de dire que ma question était absurde, et m'a répondu qu'évidemment, il savait faire ça. Tout semblait en ordre, mais j'aurais dû me méfier. Le jour où il a dû nettoyer la friteuse, les choses ont rapidement dégénéré. Ce type, que je vais appeler le génie, s'est approché de la friteuse encore remplie d'huile, et sans réfléchir, il a plongé sa main dedans comme s'il allait récupérer un jouet tombé dans une piscine. Bien sûr, l'huile était encore brûlante. La douleur l'a frappé instantanément, et il a lâché un cri qui a fait sursauter tout le personnel. Sa main était rouge vif, marquée de brûlures graves. Quand je lui ai demandé ce qu'il avait pensé à ce moment-là, pourquoi il avait cru pouvoir plonger la main dans une friteuse, il m'a répondu d'un ton blasé, « La foutue machine était éteinte depuis presque 5 minutes. » 5 minutes. Comme s'il pensait qu'une huile chauffée à plusieurs centaines de degrés refroidissait instantanément une fois l'interrupteur abaissé. J'étais à la fois incrédule et furieux. Je me suis retenu de lui dire ce que je pensais vraiment, mais il était clair qu'il n'avait jamais eu les 5 ans d'expérience dont il se vantait. Un mois plus tard, il m'a donné sa démission, me laissant un avis à 1 étoile sur Google dans la foulée. Le commentaire disait quelque chose comme « mauvais management et environnement de travail toxique ». Honnêtement, cet avis m'a fait rire. J'ai failli répondre « peut-être que l'environnement serait moins toxique si vous arrêtiez de plonger vos mains dans de l'huile brûlante ». Mais je me suis abstenu. Voici un résumé des grands moments d'intelligence que j'ai observés en 38 ans de cuisine. Chaque année semble avoir eu son lot de catastrophes mémorables. En 1993, 2 crétins ont décidé que transformer toute la ligne de service en une piste de glisse avec de l'eau et de l'huile serait une excellente idée pour s'occuper pendant un service calme. Résultat, une cheville cassée pour l'un et un poignet en hyperextension pour l'autre. La même année, notre chef de cuisine radin a trouvé une astuce pour économiser sur les serviettes en papier, il planquait des sacs dans le plafond. Son astuce s'est retournée contre lui quand le plafond entier s'est effondré pendant qu'il rampait pour récupérer un sac. En 1996, un sous-chef, persuadé que le poussoir de sécurité de la trancheuse à pommes de terre automatique ralentissait son efficacité, a décidé de l'ignorer. Il a fini par se raboter environ 2 mm de peau et de chair sur le haut des articulations de ses doigts. Inutile de dire qu'il a immédiatement regretté son choix. En 1999, les cuisiniers de préparation bricolaient les aimants de sécurité du mélangeur au bar pour contourner la cage de sécurité. Un jour, un d'entre eux a glissé en passant à côté et son bras est tombé dans le bol mélangeur, en pleine rotation d'une pâte à pizza de 20 kg. Résultat, un avant-bras écrasé. La direction, un ramassis de vautours, a ensuite intimidé ses parents immigrés pour les forcer à accepter un dédommagement lamentable. En 2002, les barman ont décidé de jeter les verres cassés directement dans les sacs poubelles, au lieu des bacs de recyclage. Un barbac en sortant les poubelles s'est coupé le triceps droit lorsqu'un morceau de verre a transpercé le sac et sa chemise. Je ne me rappelle pas combien de points de suture il a eu, mais c'était suffisant pour nous dégoûter tous. En 2006, certains cuisiniers grimpaient sur la barre de séparation entre les friteuses pour nettoyer les hôtes. Malgré les avertissements répétés, un soir, l'un d'eux a glissé, laissant sa jambe plongée directement dans une friteuse en marche. Ce fut le dernier avertissement pour cette pratique absurde. En 2008, le manager du bar s'est énervé en tentant de changer un fût de bière. Frustré, il a forcé le mécanisme de raccordement, ce qui a brisé le haut du fût et a aspergé tout le bar de bière Lénancugel. Une douche inattendue pour tout le monde, mais mémorable. En 2009, c'était mon tour. J'ai mal jugé le poids maximal qu'une étagère de rack pouvait supporter. Les fixations ont lâché, et je me suis retrouvé sous 20 litres de sauce cocktail. Laissez-moi vous dire que la sauce cocktail sur les parties intimes, ce n'est pas une expérience que je recommande. En 2012,
un propriétaire radin a décidé qu'il pouvait tout réparer lui-même grâce à des tutoriels en ligne. Sa tentative de réparer un commutateur de sécurité haute température sur un four à convection à gaz s'est terminée par une explosion. Il a perdu ses sourcils et la moitié de son bouc dans le processus. En 2015, un cuisinier a décidé que la fonction d'auto-nettoyage de notre four combiné Eni Penny serait parfaite pour nettoyer ses bangs en verre. Pendant le cycle, tous les bangs ont explosé à l'intérieur, causant des dommages estimés à près de 15 000 $. L'idiot n'a pas compris pourquoi c'était une mauvaise idée. Enfin, en 2023, un commis de préparation, obsédé par la perfection, voulait découper des pommes en cubes absolument uniformes. Il a réglé la mandoline à son maximum, erreur fatale, et a tenté de forcer une pomme entière à travers. Il s'est presque coupé le pouce en deux, os compris. Et ce ne sont que quelques exemples. Croyez-moi, en 38 ans, j'ai vu des choses qui défient l'entendement. Ce métier n'est jamais ennuyeux, mais parfois, on se demande comment certaines personnes survivent au quotidien. Au lycée, je travaillais dans le restaurant chic de ma petite communauté d'environ 5000 habitants. C'était un restaurant suisse qui proposait des vins, des fondus et ce genre de choses. Pour un endroit si petit et isolé, c'était presque une institution. Notre cuisinier en ligne, lui, n'était pas du coin. C'était un chef expérimenté qui venait de Dallas. Je n'ai jamais compris comment il avait atterri dans ce trou perdu avec nous autres. Mais il avait un sérieux penchant pour les calmants. Il les adorait. Xanax, hydrocodone, roxycodone, vous nommez un tranquillisant, il l'avait probablement pris. Son secret pour tenir le rythme au travail ? Il combinait ses calmants avec de l'Adral pour pouvoir continuer à fonctionner. Une sorte de cocktail chimique maison qui semblait marcher, jusqu'à ce que ça ne marche plus. Un soir particulièrement chargé, il semble qu'il ait sauté la partie upper de son rituel. Pas d'Adral pour équilibrer les effets. La cuisine était en effervescence, comme toujours pendant les soirées de grande affluence. J'étais à la station de préparation, en train de couper des légumes. À un moment, je me suis retourné avec une bassine d'oignons et ce que j'ai vu reste gravé dans ma mémoire. Le cuisinier était en train de basculer, lentement mais sûrement, en avant. Avant que quiconque ne puisse intervenir, il s'est effondré directement sur le grill à flamme vive, chargé de médaillons de filet en train de saisir. La scène était surréaliste. Il n'a même pas réagi. Pas un cri, pas un mouvement. Juste son corps étendu là, sur les grilles brûlantes. L'odeur de viande carbonisée a envahi la cuisine presque instantanément. Ce qui a suivi était chaotique. Les hurlements ont éclaté, quelqu'un a attrapé une serviette pour essayer de le tirer de là, et une autre personne a immédiatement appelé le 911. L'homme était inconscient, sa poitrine et son visage marqués par des brûlures graves. Quand les secours sont arrivés, ils l'ont transporté d'urgence à l'unité des grands brûlés la plus proche, qui se trouvait à environ 1 heure de route. On a appris plus tard qu'il avait subi des brûlures au 2e et au 3e degré sur une grande partie de sa poitrine et de son visage. Il a dû être intubé et est resté en soins intensifs pendant plusieurs jours. Après ça, il n'est jamais revenu au restaurant. Nous n'avons plus jamais entendu parler de lui. Dans les années 90, j'étais manager dans un KFC, et comme dans beaucoup de fast-food de l'époque, on avait encore du matériel un peu vieux. Un soir, après la fermeture, l'un des chauffe-plats verticaux ne fonctionnait plus. Ces appareils utilisaient les vieux fusibles en tube, de ceux qu'on n'utilise plus aujourd'hui. On faisait le ménage à ce moment-là, le sol était recouvert d'eau savonneuse, et comme on était pressé d'en finir, j'ai décidé de m'en occuper moi-même. J'ai ouvert le compartiment des fusibles, pensant simplement retirer l'ancien et en mettre un nouveau. Mais le fusible ne sortait pas. Visiblement, le ressort interne était cassé, et le tube restait coincé. Sans trop réfléchir, et surtout sans débrancher l'appareil, j'ai décidé de donner un petit coup dessus avec mon doigt pour le décoincer. À peine ai-je touché le fusible qu'une décharge électrique m'a traversé le corps. C'était une sensation que je n'oublierai jamais. Le choc était si violent qu'il m'a littéralement projeté au sol, dans l'eau savonneuse. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là,
mais quand j'ai repris mes esprits, tout mon corps tremblait. Ce n'était pas seulement la douleur physique, mais une sensation étrange, comme si chaque partie de mon corps vibrait encore. Le pire, c'était mes dents. Je pouvais sentir le choc jusque dans mes plombages, comme si l'électricité avait trouvé un chemin direct à travers ma mâchoire. La douleur dans mes dents et ma mâchoire était insupportable. Je ne pouvais pas vraiment parler, juste rester assis là, en me demandant comment j'avais pu être assez idiot pour ne pas couper l'alimentation avant de bricoler. J'étais juste un cuistot dans un bar à burger hors de prix, mais ma pire expérience ne s'est même pas passée au boulot. C'était à la fac, après une soirée bien arrosée. Complètement ivre, j'ai eu la brillante idée de préparer des latkes pour tous mes potes. Le problème, c'est que mon cerveau imbibé a oublié un détail important, les latkes ne sont pas des pancakes. Dans un élan d'enthousiasme, et sans doute pour impressionner tout le monde, j'ai tenté un flip à la poêle, façon chef étoilé. Mauvaise idée. Toute l'huile bouillante de la poêle s'est renversée directement sur mon avant-bras droit. À ce moment-là, l'alcool jouait encore son rôle d'anesthésiant, et je me suis dit que le mieux à faire était simplement de réparer ça plus tard. J'ai enveloppé mon bras dans une serviette et, génie que je suis, j'ai utilisé du ruban adhésif pour fixer le tout. Je me suis dit que je verrais ça le lendemain. Vers 6 heures du matin, ma maison entière a été réveillée par mes hurlements de douleur. J'avais roulé sur mon bras dans mon sommeil, et les nerfs commençaient enfin à envoyer leurs signaux. La douleur était insupportable. Résultat, 3 semaines avec un pansement en mousse aux sylvidines, des séances de débridement où l'on grattait littéralement la chair brûlée pour favoriser la guérison, et 1 an à éviter la lumière directe du soleil sur ma peau cicatrisée. Heureusement, aujourd'hui, on ne voit presque plus rien. Un jour en cuisine, une poêle a pris feu. Rien d'inhabituel, vraiment. C'est le genre de choses qui arrivent de temps en temps, un peu trop d'huile, un oubli, et voilà, une flamme qui s'élève brièvement. Normalement, c'est une situation facile à gérer. On coupe la source de chaleur, on met un couvercle sur la poêle, et c'est fini. Si, par miracle, ça dépasse la poêle, on attrape une couverture anti-feu. Pas de quoi s'exciter. Mais pas pour notre héros-chef. Dès qu'il a vu la flamme, il est parti en mode sauveur dramatique. Sa première idée ? Éteindre l'extracteur, vous savez, cet appareil essentiel qui empêche la cuisine de se remplir de fumée. Puis, avec un élan de bravoure suicidaire, il a attrapé la poêle en flammes avec ses mains nues, les flammes dansantes comme dans un mauvais film d'action. Il a ensuite couru à travers toute la cuisine, traversant un champ de collègues médusés, avant de se précipiter par la porte arrière pour balancer la poêle dehors. Résultat, des brûlures sur tout le bras et une odeur d'huile brûlée qui a imprégné la cuisine pendant des heures. Et le pire dans tout ça ? Personne ne paniquait. Personne n'était impressionné par le feu. En fait, la plupart des gens n'avaient même pas interrompu leur travail. Pour nous, c'était juste une poêle qui avait pris feu. Mais lui, il a vu l'occasion de briller. Depuis ce jour, il raconte cette histoire comme s'il avait évité une catastrophe digne d'un film hollywoodien, agrémentant ses récits de phrases comme « Tout le monde paniquait, j'étais le seul à savoir quoi faire ». La vérité, c'est qu'il aurait pu transformer une situation insignifiante en désastre. Courir avec une poêle pleine d'huile en flammes. Imaginez s'il avait trébuché ou si de l'huile avait éclaboussé quelqu'un d'autre. Et pourquoi, pour l'amour de tout ce qui est logique, a-t-il éteint l'électricité et non le gaz? Il a littéralement laissé un feu actif sur la plaque, sans ventilation pour gérer la fumée. Une cascade d'erreurs qui aurait pu mal tourner. Quand j'avais 16 ans, je travaillais dans l'arrière-boutique d'un pizza acheté, en train de préparer un sandwich chaud au jambon pour le four. Tout se passait bien, j'ai attrapé un pain au hachis, pris un couteau pour le couper rapidement, et là, j'ai eu un moment de confusion. Je me suis demandé pourquoi ce pain était rouge. J'ai failli le jeter à la poubelle, pensant que quelque chose avait dû se renverser dessus. Puis j'ai remarqué que le sol autour de moi était également rouge. C'est là que ça m'a frappé, ce n'était pas le pain qui saignait.
C'était ma main. Et pas qu'un peu. Il s'avère que couper du pain tout en le tenant dans sa main est une idée incroyablement stupide, mais je l'ai appris à mes dépens. La coupure était profonde et le sang coulait abondamment. Je me suis contenté de lâcher un « eh ben, merde » à voix haute, ce qui n'a pas plu à ma manager. Elle s'est retournée, prête à me réprimander pour avoir juré au travail, mais dès qu'elle a vu ma main transformée en fontaine de sang, elle a changé d'attitude. Sans un mot, elle m'a tendu une serviette et m'a dit que je pouvais rentrer chez moi pour m'occuper de ça. Honnêtement, j'aurais probablement dû aller aux urgences pour me faire poser des points de suture, parce que la coupure était vraiment profonde. Mais j'étais fauché, à 16 ans, j'avais cette mentalité de je vais régler ça tout seul. Donc, au lieu de faire ce qui était raisonnable, j'ai pris de la superglue, collé la plaie ensemble, et l'ai emballé dans de la gaze. Oui, une autre idée brillante. Heureusement, j'ai eu de la chance. La coupure a fini par guérir, et presque 2 décennies plus tard, il n'y a même plus de cicatrices visibles. Quand j'étais plongeur dans un restaurant italien, je n'y connaissais pas grand-chose à la cuisine, mais j'aidais parfois à la préparation des plats. Le resto était typique, pain frais et graissin à volonté, une petite équipe en cuisine, et un propriétaire plus intéressé par le fait de divertir ses amis que par la gestion du restaurant. Ce dernier laissait sa femme et sa mère gérer l'établissement, et ces deux-là disons qu'elles s'entendaient comme chien et chat. La femme embauchait des employés ordinaires, arguant qu'ils étaient de meilleurs travailleurs, tandis que la mère insistait pour n'embaucher que des membres de la famille, persuadée qu'ils travaillaient plus dur pour la famille. Cette dispute incessante rythmait le quotidien, accompagnée de leurs cris dramatiques qui résonnaient à travers la salle. À un moment donné, la mère a engagé Digi, un cousin du propriétaire. Digi était un grand échalas, maigre comme un clou, pesant peut-être 40 kilos tout mouillé, mais mesurant bien un m95. Ce que personne ne savait alors, c'est que Digi était un alcoolique sérieux. Sa routine était bien rodée, il prenait une pause cigarette, trottinait jusqu'au McDonald's à 2 rue de là pour acheter un thé glacé dans un grand gobelet en polystyrène, puis passait à la boutique d'alcool du coin. Là, il vidait presque tout le thé pour remplir son gobelet de la boisson de son choix. Le problème, c'est que Digi ne savait pas être discret, il sentait l'alcool à des kilomètres, faisait des conneries de personnes bourrées, et abandonnait son gobelet malodorant partout. La mère refusait de le licencier parce que c'était la famille, mais la femme du propriétaire voulait le voir partir. Pendant près d'1 an, ce cirque a continué. Puis la mère a dû s'absenter pour des raisons médicales, et la femme en a profité pour nettoyer la maison sauf qu'elle n'a pas réussi à virer Digi. Un jour, Digi arrive au boulot, prend sa pause rituelle, et revient visiblement éméché. Il titube dans la cuisine avec son fameux gobelet, complètement dans les vapes. La femme du propriétaire, qui en avait assez, le menace, « Je reviens dans 10 minutes. Si t'es encore saoul, t'es viré. Et si tu montes dans ta voiture dans cet état, j'appelle la police. » Digi panique et décide que la meilleure solution pour dégriser est de manger du pain. Il se dirige vers la station à pain, attrape le couteau le plus aiguisé qu'il peut trouver, et commence à trancher un pain italien. C'est là que le désastre arrive. Pour une raison qui me dépasse encore, il place le pain sur son pouce gauche, ses 4 autres doigts au-dessus du pain, et tranche d'un coup rapide et puissant. Mais au lieu de couper simplement le pain, il coupe son pouce presque entièrement, pile au niveau de l'articulation. Il hurle, attrape son poignet en levant sa main et, dans un mélange de cris et de panique, se met à trottiner sur place en criant « Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ?» Il saigne abondamment, un véritable geyser rouge qui éclabousse tout autour de lui. Le pouce ? Il est quelque part, mais personne ne sait encore où. Je suis à côté, témoin direct de tout ça, et je lui dis, « Digi, il faut stopper l'hémorragie. Tiens, utilise cette serviette. » Il balbutie qu'il ne peut pas. Alors je lui propose, je peux le faire, mais ça va faire très mal. Une fois que je commence, on ne peut pas arrêter avant d'arriver à l'hôpital. Il me supplie, fais-le, mec, fais-le. Je prends la serviette, lui demande de lever sa main au-dessus de son cœur, et commence à serrer. Digi se fige, ses yeux s'écarquillent, et il murmure juste, oh merde. Puis il devient vert et s'évanouit sur moi.
À l'époque, c'était une scène terrifiante, mais avec le recul, c'est presque comique. On a fini par appeler une ambulance. Pendant qu'on nettoyait la zone, une serveuse a trouvé son pouce, ce qui a été, disons, une découverte peu appétissante. DJ a survécu, mais il n'est jamais revenu travailler. Je ne peux pas dire que ça manque à qui que ce soit. À ce jour, cette histoire reste l'une des choses les plus absurdes que j'ai vues en cuisine. Un jour, j'ai assisté à une scène qui me hante encore. Un chef dans la cuisine a décidé qu'il serait une bonne idée d'ouvrir une grande boîte de conserve avec un couteau de chef. Oui, un couteau de chef, et non un ouvre-boîte. Il a incliné la lame vers lui et, avec la paume de sa main, il a frappé le manche pour essayer de percer la boîte. Ce qui s'est passé ensuite est sorti tout droit d'un film d'horreur. La lame n'a pas pénétré la boîte comme il l'espérait. Au lieu de ça, elle a ricoché violemment et s'est plantée profondément dans son ventre. Et quand je dis profondément, je veux dire qu'elle pendait littéralement de son abdomen, sans qu'il ait besoin de la tenir. C'était l'une des scènes les plus absurdes et les plus effrayantes que j'ai jamais vues en cuisine. La réaction du manager a été tout aussi hallucinante. Au lieu d'appeler une ambulance ou d'aider le gars, il lui a dit que s'il disait au médecin que l'accident avait eu lieu au travail, il serait soumis à un test de dépistage de drogue. Et comme ce cuisinier fumait de l'herbe, il savait qu'il risquait de perdre son emploi. Alors, que fait-il? Il tire lui-même le couteau hors de son propre ventre, monte dans sa voiture et se conduit à l'hôpital, le tout en saignant abondamment. Il a survécu, contre toute attente, ce qui est déjà incroyable en soi. Et, de manière tout aussi absurde, il a gardé son boulot après tout ça. Mais à quel prix? Le gars a souffert le martyre, non seulement à cause de la blessure, mais aussi parce qu'un système stupide l'a poussé à prioriser son emploi sur sa santé et sa sécurité. C'était un vendredi soir chargé, et je travaillais le service du soir. L'un de nos cuisiniers de la ligne est arrivé en retard. Ça faisait une semaine qu'il avait des soucis à la maison et qu'il accumulait des retards, mais dans l'ensemble, c'était un excellent cuisinier. Ce soir-là, on avait un nouveau manager, jeune et plein d'assurance, qui semblait vouloir affirmer son autorité. Il a décidé que c'en était trop et qu'il allait le virer. On a essayé de protester. On avait besoin de lui pour ce soir-là, mais le manager est resté ferme. Il a dit au cuisinier de récupérer ses affaires et de partir. Le cuisinier s'est excusé, calmement, et a quitté la cuisine. Enfin, c'est ce qu'on pensait. Ce qu'on n'a pas vu, c'est qu'en passant par la zone de préparation, il a attrapé un sac de jalapeno et les a balancés dans le micro-ondes. Puis, avant de partir pour de bon, il a réglé le minuteur sur 15 minutes et a disparu. On n'a rien remarqué au début, trop occupé à gérer le rush du service. Ce n'est que lorsqu'une serveuse est entrée dans la zone de préparation et a ouvert le micro-ondes que tout a basculé. L'odeur a jailli comme une vague invisible. Les jalapenos avaient littéralement cuit pendant un quart d'heure, et leurs vapeurs brûlantes se sont répandues partout. Ce n'était pas juste une odeur, c'était une attaque chimique. En quelques secondes, toute la cuisine et la salle à manger étaient envahies par une fumée piquante et suffocante. Tout le monde a commencé à tousser, les yeux brûlants, incapables de respirer correctement. Les clients ont quitté leur table en courant, étouffant et protestant. Nous, le personnel, essayons de ventiler la pièce, mais c'était impossible. L'air était saturé. C'était une scène chaotique. La situation était tellement grave que les pompiers et les ambulances ont dû intervenir. Ils ont évacué tout le monde, y compris les clients, et inspecté les lieux pour s'assurer qu'il n'y avait pas de danger supplémentaire. Pendant ce temps, le restaurant était en train de perdre des milliers de dollars. Non seulement on a dû compenser tous les repas des clients, mais l'image de notre établissement en a aussi pris un coup. Sur le moment, c'était une catastrophe. Mais aujourd'hui, avec le recul, c'est devenu l'une des histoires les plus mémorables à raconter. Ce soir-là, on a tous appris une leçon, ne sous-estimez jamais un cuisinier frustré qui sait exactement comment utiliser un micro-ondes pour se venger.
Je gérais un restaurant à l'époque, et 1 heure avant la fermeture, je suis allé vérifier ce que faisait le plongeur. Il préparait des coupes de fruits pour le lendemain. Il était en train de couper des fraises mais devait aussi s'attaquer à un melon. Rien d'inhabituel. Quelques minutes plus tard, j'entends un cri déchirant. Mon premier réflexe a été de penser qu'il s'était coupé avec le couteau. Mais non, la réalité était bien pire. Ce génie avait décidé de couper le melon avec la trancheuse à viande. Non seulement il avait réglé la lame à plus d'1 pouce, ce qui est énorme, mais en plus, il était gaucher. Donc, au lieu d'utiliser la machine correctement, il se contorsionnait pour traverser la machine de sa main gauche, atteignant l'autre côté pour manipuler le levier. Tout allait bien jusqu'à ce que le melon arrive à la fin. C'est là que la lame, toujours en marche, a traversé une bonne partie de sa main. Le hurlement qui l'a poussé a figé tout le monde. J'ai immédiatement demandé à un autre employé de l'emmener à l'hôpital pendant que je restais pour nettoyer la trancheuse. Pendant que je la démontais, je suis tombé sur des morceaux coincés dans les recoins de la machine. Et honnêtement, je ne sais toujours pas si ce que je retirais était du roast-beef resté de l'après-midi ou des morceaux d'aron. Cette pensée m'a hanté pendant toute la soirée. Moralité. Une trancheuse à viande est destinée à la viande. Pas aux fruits, pas aux légumes, et certainement pas aux melons. Mais il semble qu'il ait fallu cet incident pour que cette règle devienne une évidence à tout le monde. Un jour, en arrivant pour mon service du soir, j'ai trouvé tout le monde un peu secoué. Quelques membres de l'équipe étaient en train de récurer frénétiquement les murs du coin plonge, et l'ambiance était lourde. Je me suis changé pour enfiler mes blancs, puis j'ai rejoint le gamin qui tenait mon poste pour le service du midi, histoire de me mettre à jour sur la journée. Il était livide, presque translucide. Je lui ai demandé ce qui s'était passé. Il m'a raconté l'histoire, et franchement, c'est une des pires choses que j'ai jamais entendues en cuisine. Pendant le rush du midi, il avait perdu son couteau. Dans la précipitation, il n'a pas eu le temps de le chercher et a continué son service avec un autre. Ce qu'il ne savait pas, c'est que son couteau était tombé dans une des poubelles. Malheureusement, il était tombé la main haut. Et si vous connaissez les couteaux de cuisine, vous savez à quel point ils peuvent être affûtés. Quand notre plongeur, un type adorable et très apprécié de toute l'équipe, est venu collecter les poubelles avant mon service, il a mis sa main, gantée, dans la poubelle pour tasser les déchets. La lame du couteau a transpercé sa paume de part en part. En état de choc, c'est le moins qu'on puisse dire, il a couru vers le coin plonge et a pris le pulvérisateur haute pression pour essayer de nettoyer la plaie. Mauvaise idée. Très mauvaise idée. Le jet a propulsé son sang partout. Sur les murs, le plafond, les étagères de vaisselle propre, absolument partout. Mon chef, un vétéran de la cuisine, était encore dans le walk-in, pâle comme un linge, essayant de reprendre son souffle. Il m'a dit que ça ressemblait à une scène de film d'horreur, avec du sang éclaboussant chaque surface possible. Le plongeur a été transporté à l'hôpital, et heureusement, nous avons réussi à lui obtenir une réclamation correcte pour couvrir les frais médicaux, malgré un responsable un peu sournois qui a essayé de le berner. Vu l'ampleur de la blessure, il y avait probablement des dommages nerveux. Quant au cuisinier qui avait perdu son couteau, il a été viré peu de temps après. Et honnêtement, c'était mérité. Garder une trace de ses outils en cuisine n'est pas juste une question de professionnalisme, c'est une question de sécurité. Après cet incident, tout le monde a redoublé d'attention. On a mis en place un protocole strict pour signaler les outils manquants et éviter qu'une telle catastrophe ne se reproduise. Mais franchement, chaque fois que je passe près du coin plonge, je repense à cette journée et je me dis, pour l'amour de tout ce qui est sacré, gardez un œil sur vos foutus couteaux. Un de mes potes est chef dans un restaurant à Sydney, et un jour, je lui ai posé une question classique, quelle est la pire connerie que tu aies vue en cuisine? Il m'a raconté cette histoire mémorable. Un jour, pendant un service, il demande à un de ses apprentis d'ajouter un peu de vinaigre à une marmite en préparation. Pour lui, c'était clair, il a précisé que le vinaigre était dans une grande bouteille blanche. L'apprenti s'exécute sans poser de questions et ajoute ce qu'il croit être le vinaigre.
Plus tard, mon pote soulève le couvercle de la marmite pour vérifier où en est le plat, et il est immédiatement frappé par une odeur chimique intense. Pas de vinaigre. Non, le génie avait pris une bouteille de bleach, de la marque White King, et l'avait versée dans le plat. Il avait littéralement assaisonné le tout avec de l'eau de Javel. Heureusement, ils ont senti l'erreur avant que quoi que ce soit ne soit servi. Mon pote s'en est voulu parce qu'il aurait dû mieux indiquer où se trouvait le vinaigre. Mais en réalité, personne n'a jamais admis avoir mis la bouteille de Javel sur cette étagère à côté des condiments. L'apprenti, lui, était probablement trop nerveux ou trop inexpérimenté pour se rendre compte que ce qu'il utilisait ne sentait pas du tout comme du vinaigre. Depuis ce jour, il a une règle stricte dans sa cuisine, rien d'autre que des produits comestibles dans les zones de préparation. Il y a 25 ans, je travaillais dans une cuisine, et un chef m'avait raconté une histoire qui m'a marqué. C'était à propos d'un apprenti qui avait la mauvaise habitude de planter des grands couteaux dans des cartons vides. C'était presque un réflexe chez lui, un geste qu'il faisait machinalement pour s'occuper ou peut-être juste pour s'amuser. Jusqu'au jour où tout a dérapé. Un soir, il a attrapé un de ces grands couteaux de chef et a, comme à son habitude, transpercé un carton. Mais ce carton-là n'était pas vide. Il était rempli de crevettes congelées, dures comme des pierres. La lame s'est arrêtée net, stoppée par la résistance des crevettes. Mais avec l'élan, sa main a glissé sur le manche, directement sur la lame. D'après ce que le chef m'a raconté, les dégâts étaient horribles. L'annulaire et l'auriculaire ont été sectionnés sur le coup. Le majeur pendait littéralement, et l'index était profondément entaillé, presque jusqu'à l'os. Le sang s'est mis à couler partout. L'apprenti a hurlé, et tout le monde en cuisine s'est figé en réalisant l'ampleur de l'accident. Les secours ont été appelés, mais malgré tous les efforts des chirurgiens, il paraît qu'il n'a jamais récupéré l'usage complet de sa main. Quelques années plus tard, je vivais avec un autre chef, et j'ai raconté cette histoire en pensant qu'elle était unique. Mais à ma grande surprise, il l'avait aussi entendue, presque mot pour mot. À ce moment-là, je me suis demandé si c'était une histoire vraie ou une sorte de légende urbaine qui circulait dans le milieu de la cuisine pour rappeler à quel point il est important de respecter ses outils et d'éviter les comportements stupides. Lors de l'ouverture d'un grand immeuble de bureaux, où une entreprise travaillant sur des contrats gouvernementaux partageait l'espace avec une compagnie d'assurance, j'ai vécu l'un de ces moments inoubliables de ma carrière en cuisine. Les deux entreprises avaient combiné leur budget pour créer un espace incroyable, offrant petit déjeuner, dîner et snack à tous les employés. La cuisine, flambant neuve, avait coûté 8 millions de dollars, équipée de tout ce que vous pouvez imaginer pour nourrir 1200 personnes par jour. C'était une véritable machine de guerre culinaire, et pendant 2 semaines après mon arrivée, tout fonctionnait à la perfection. Puis est venu le grand jour de l'ouverture officielle. Tout le bâtiment assistait à un événement spécial. Le chef exécutif, pensant qu'on aurait besoin de renforts, a décidé d'engager des travailleurs temporaires pour nous aider. C'est là que les ennuis ont commencé. Un des travailleurs était fasciné par la cuisine. Ses yeux brillaient en voyant tout l'équipement dernier cri, et il passait son temps à poser des questions. « Et ça, qu'est-ce que ça fait? À quoi sert cette machine ?» C'était un peu agaçant, mais personne n'y prêtait trop attention. Après tout, il semblait juste curieux. J'étais en bas, en train de servir sur la ligne, quand un appel radio a retenti, un cri de panique demandant de l'aide immédiatement. Je cours comme un fou, montant 3 étages, pour découvrir que le système Ansul, qui sert à éteindre les incendies dans les cuisines professionnelles, avait été activé. Pour ceux qui n'ont jamais vu ça en action, c'est un véritable spectacle, et pas dans le bon sens. Une pluie de poudre chimique avait recouvert la cuisine. La graisse, la nourriture, les équipements, tout était foutu. Le jour d'un grand événement, notre cuisine de 8 millions de dollars était hors service. Le coût direct ? Environ 10 000 dollars de nourriture et de main-d'œuvre perdue, plus 3 000 dollars pour réinitialiser le système Ansul. Et on a dû improviser, à la place du menu élaboré prévu, on s'est rabattu sur des sandwichs basiques faits à la demande pour nourrir tout le monde.
La seule chose qui nous a sauvés ce jour-là? Une réserve de glace dans la chambre froide. On avait environ 10 000 $ de glace et de barres glacées en stock. J'ai contacté une entreprise partenaire qui nous a livré 2 congélateurs d'exposition, qu'on a remplis. Les gens étaient évidemment un peu frustrés de ne pas avoir le repas qu'ils attendaient, mais tout le monde aime la glace. Finalement, ça a adouci l'atmosphère et donné lieu à une histoire qu'on raconte encore. Mais sérieusement, ce système en sulle. Maintenant, rien que de le regarder, j'ai des sueurs froides. J'ai travaillé avec un gars, qu'on va appeler Thomas, et ni moi ni le chef de cuisine ne l'apprécions particulièrement. Il incarnait parfaitement le stéréotype du travailleur feignant, il faisait ce qu'on lui demandait, à condition de le pousser suffisamment, n'était ni rapide ni particulièrement intelligent dans ses tâches, et cherchait toujours à rejeter la faute sur quelqu'un ou quelque chose quand quelque chose allait mal. Ses excuses étaient souvent absurdes, comme prétendre qu'il ne pouvait pas finir de passer la serpillière parce que la blanchisserie n'avait pas fourni les têtes de serpillière à temps, alors qu'on lui avait dit qu'il pouvait simplement utiliser des chiffons pour finir le travail. Un jour, il a été chargé de changer l'huile de la friteuse. C'était une tâche assez simple, mais on savait que c'était une période critique, la salle à manger était prête, les employés allaient bientôt venir pour leur pause déjeuner, et les membres des ressources humaines étaient dans les parages, scrutant chaque détail de la cuisine. Thomas, cependant, a trouvé le moyen de transformer cette tâche banale en désastre. Devant tout le personnel administratif, il a d'abord vérifié si la friteuse était éteinte en trempant son doigt dans l'huile, oui, il a fait ça. Puis, avec tout le monde qui le regardait, il a retiré le bac plein d'huile usée et l'a versé dans un seau à cornichons de rechange. Jusque-là, c'était déjà mal exécuté, mais ce n'était rien comparé à la suite. Il a ensuite transporté le seau dans la zone de plonge et a vidé tout le contenu dans l'évier, provoquant une marée de graisse partout. Tout le monde était outré. Les ressources humaines étaient furieuses, et même les employés les plus novices savaient qu'il ne fallait jamais jeter de l'huile dans un évier. Les murmures d'horreur parcouraient la cuisine, et certains tentaient même de l'arrêter avant qu'il ne continue. Pourtant, Thomas, déterminé dans sa stupidité, a ignoré tout le monde. Quand il a réalisé qu'il était en difficulté, il a commencé à mentir effrontément. Il est retourné dans la cuisine et a affirmé que quelqu'un lui avait dit de jeter l'huile dans l'évier. Puis, il a trouvé le chef du service maintenance, qui serait probablement chargé de réparer les dégâts, et lui a répété que c'était bizarre qu'on lui ait demandé de faire ça. Ensuite, il a tenté de rejeter la faute sur la superviseure, en disant à un autre collègue qu'il n'avait pas reçu d'instructions précises sur l'endroit où jeter l'huile. Thomas a continué à chercher des excuses, mais il a fini par croiser le regard du chef de cuisine, puis des membres des ressources humaines qui entraient. À ce moment-là, il a essayé de tourner ça en une histoire où il était la victime, incapable de nettoyer la graisse qu'il avait lui-même déversée. Finalement, on l'a licencié sur le champ, avant même qu'il ne quitte la cuisine. C'était une véritable masterclass dans l'art de rejeter la faute, mais aussi un rappel brutal de l'importance de ne pas tolérer l'incompétence et la mauvaise foi. Un matin, en arrivant au boulot, j'ai vu un gars ranger une caisse de poulet dans le congélateur. Ça m'a tout de suite paru bizarre, parce qu'on n'avait aucune livraison prévue ce jour-là. Je lui ai demandé d'où venait cette caisse, et il a répondu, très naturellement, « Oh, elle était sur le quai de chargement. » Ça m'a fait tiquer. Je suis allé vérifier, et là, tout est devenu clair. Quelqu'un avait trouvé une caisse de poulet périmée dans la chambre froide la veille. Au lieu de la jeter correctement dans la benne à ordures, qui apparemment était trop loin pour ses goûts, cette personne l'avait sortie et laissée sur le quai de chargement pour s'en occuper plus tard. Et là, ce crétin, sans poser de questions, avait ramassé la caisse, qui avait passé toute la nuit à 21 degrés Celsius, et avait décidé de la remettre dans la chambre froide. Si cette caisse de poulet avait fini en cuisine, cela aurait pu être catastrophique. Entre les bactéries qui prolifèrent rapidement à cette température et le fait que le poulet était déjà périmé, c'était littéralement un cocktail mortel. Ce genre d'erreur n'est pas juste stupide, c'est dangereux. Des gens auraient pu tomber gravement malades, voire pire. Autant dire que ce type a reçu un savon monumental,
et j'espère que celui qui a laissé le poulet sur le quai a également eu des comptes à rendre. Travailler en cuisine, ce n'est pas juste faire à manger, c'est aussi une question de responsabilité. Quand on voit des erreurs comme celle-là, on réalise à quel point la sécurité alimentaire est vitale. Une petite négligence peut avoir des conséquences énormes, et ce jour-là, on a failli avoir un véritable désastre entre les mains. C'était une soirée comme une autre dans notre restaurant étoilé, avec une salle pleine à craquer et une cuisine en effervescence. Le genre de soirée où la moindre erreur peut tout faire basculer. L'atmosphère était tendue, comme d'habitude, mais quelque chose dans l'air était différent. Une tension sourde, presque électrique, que je ne parvenais pas à identifier. En plein service, alors que je vérifiais une assiette qui allait partir, un cri a retenti. Je me retourne et là, je les vois, deux des chefs, chacun un couteau en main, face à face comme prêts à s'entretuer. Les gestes étaient vifs, la colère palpable, et tout le monde autour s'était figé. Au centre de tout ça, une serveuse, visiblement pétrifiée, se tenant à quelques pas d'eux. L'un des chefs a fait un pas en avant, un mouvement brusque, et l'autre a levé son couteau en réponse. Le service s'est arrêté net, le bruit des poêles et des casseroles s'effaçant sous le poids du moment. J'ai crié pour attirer leur attention, mais ils étaient trop absorbés dans leur rage pour m'entendre. Ne réfléchissant pas, j'ai attrapé une casserole posée sur le plan de travail et l'ai frappée contre l'évier pour produire un bruit métallique assourdissant. Ça suffit, ai-je hurlé, et le choc les a figés un instant. La serveuse a murmuré quelque chose, presque inaudible, mais suffisamment pour que tout devienne clair. Elle voyait les deux en même temps, et ils l'avaient découvert. La jalousie et la tension avaient explosé dans ce moment dramatique. Je leur ai ordonné de poser les couteaux immédiatement. Après quelques secondes de silence tendu, l'un d'eux a obéi, puis l'autre, hésitant, a fait de même. Je les ai sortis de la cuisine, les emmenant dans un bureau pour mettre fin à cette confrontation. Une fois à l'écart, je leur ai rappelé que ce genre de comportement était inacceptable, qu'ils avaient mis tout le monde en danger, et qu'ils auraient pu blesser quelqu'un. La serveuse, quant à elle, était en larmes, s'excusant pour avoir déclenché tout ça. Les jours suivants ont été compliqués. L'un des chefs a décidé de partir, incapable de continuer après cet incident. L'autre est resté, mais les relations dans l'équipe étaient tendues. La serveuse a fini par démissionner peu après, mettant fin à cette histoire qui avait failli dégénérer en tragédie. Ce jour-là, on devait vider l'eau d'un réchaud à soupe. Normalement, il y a une méthode simple et sûre, incliner le réchaud doucement au-dessus du drain au sol. Mais ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Le cuisinier de la ligne s'en est occupé après que la soupe avait bien réduit, laissant juste assez d'eau bouillante au fond du récipient. Il a commencé à verser l'eau, mais un incident urgent a éclaté dans l'arrière-boutique. Quelqu'un avait besoin de lui immédiatement, alors il a reposé le réchaud sur le comptoir à hauteur de cuisse. Le problème ? Il ne l'a pas posé correctement. Le réchaud était instable, juste en équilibre précaire. Peu après, Sarah, une serveuse, est passée dans la cuisine pour poser quelques assiettes sur ce même comptoir. Ce simple mouvement a suffi pour déséquilibrer le réchaud. Avant que quiconque ne puisse réagir, il s'est renversé. Toute l'eau bouillante à l'intérieur s'est déversée directement sur les cuisses de Sarah, éclaboussant juste en dessous de sa taille. La brûlure était déjà terrible en elle-même, mais ce n'était pas tout. La vapeur s'est infiltrée dans ses vêtements et, d'une manière presque inimaginable, elle a subi des brûlures internes. Les muscles qu'elle a instinctivement contractés ont aspiré cette vapeur brûlante, causant des brûlures à sa vulve et même jusqu'à son col de l'utérus. C'était une situation horrifiante. Les cris de Sarah ont attiré tout le monde, et elle a été transportée d'urgence à l'hôpital. Les médecins ont confirmé qu'elle avait des brûlures graves sur les cuisses, mais les brûlures internes étaient encore plus préoccupantes. Elle a dû subir plusieurs semaines de traitement et de récupération douloureuse avant de pouvoir reprendre le travail. Quand elle est revenue, Sarah avait un sens de l'humour exceptionnel pour quelqu'un qui avait vécu un tel calvaire. Elle n'a pas attendu que d'autres commencent à faire des blagues de mauvais goût, elle les a devancées.
Elle faisait régulièrement des commentaires sur le fait d'être bien cuite ou sur l'odeur de poisson grillé, désamorçant ainsi toute gêne potentielle. Sa manière d'aborder la situation avec autant d'autodérision a non seulement inspiré le respect, mais a également permis de tourner la page dans l'équipe. Sarah était une vraie badass. Il fallait beaucoup de cran pour revenir et affronter une telle histoire avec un tel esprit. Mais dans les cuisines, des personnages comme elle sont rares et précieux. Quand j'étais chef dans un restaurant thaïlandais, il y avait ce client régulier qui me faisait grimper au mur à chaque visite. Il venait au moins une fois par semaine, et chaque fois, c'était le même refrain. Il se plaignait que la nourriture n'était jamais assez épicée pour lui. Peu importe que le plat soit déjà dans les normes les plus élevées de notre échelle de piquant, il trouvait toujours un moyen de se plaindre. Parfois, il allait jusqu'à refuser de payer, lançant des remarques désobligeantes sur la cuisine et sur le personnel. C'était frustrant pour tout le monde, mais pour moi, c'était devenu un défi personnel. Un jour, après une énième scène de sa part, j'ai décidé qu'il était temps de lui donner exactement ce qu'il demandait. J'ai concocté un mélange d'épices que je savais être un véritable enfer. Je parle d'un mélange de piment thaï, de Carolina Reaper, de Ghost Peppers, et de quelques touches secrètes que je garde pour les plats les plus audacieux. Le résultat était presque une arme chimique. Rien que de le préparer m'a fait pleurer, et j'ai dû aérer la cuisine parce que même les vapeurs brûlaient les yeux. Quand il est venu ce jour-là, il a fait son habituelle demande de plus épicé. J'ai accepté avec un sourire, préparant son plat avec ce mélange infernal. Quand je lui ai servi, je l'ai regardé de loin, essayant de dissimuler mon anticipation. Il a pris une bouchée, et à ma grande surprise, il n'a rien dit. Pas un mot, pas une plainte. Il a fini son assiette, l'air stoïque, a payé son addition et est parti. Je pensais que l'affaire était close jusqu'à ce que, quelques jours plus tard, j'entende une rumeur venant d'un des serveurs. Apparemment, après ce repas, le client avait fini aux urgences. Les épices avaient causé une irritation sévère à sa gorge, à tel point qu'il avait du mal à respirer. Il n'est jamais revenu au restaurant après ça. Je ne savais pas trop comment me sentir. D'un côté, il avait enfin arrêté de nous rendre la vie impossible. D'un autre, je n'avais jamais voulu lui causer un problème de santé sérieux. Voici quelques récits terrifiants et mémorables de mon expérience en cuisine. Un jour, dans un restaurant où je travaillais, un groupe d'apprentis a été laissé seul après le service pour nettoyer la cuisine. C'était une soirée où on devait changer complètement l'huile des friteuses. L'un des apprentis, visiblement peu patient, a décidé qu'il n'avait pas envie d'attendre que l'huile refroidisse avant de la vider et de nettoyer la machine. Sa solution rapide a tourné à la catastrophe. Vous avez probablement déjà deviné ce qui s'est passé, en manipulant l'huile encore brûlante, il s'est infligé des brûlures graves. Et ce n'était pas le seul. 2 autres apprentis ont également été blessés en essayant de l'aider, chacun souffrant de brûlures importantes. Une leçon douloureuse pour tous, et un rappel brutal de l'importance d'être prudent en cuisine. Juste à côté, dans un restaurant churrasco, une tragédie encore pire s'est produite. Ce restaurant utilisait de grandes quantités de charbon comme moyen de cuisson. L'équipe avait apparemment beaucoup de mal à allumer le charbon à chaque service et avait pris la mauvaise habitude d'utiliser de l'alcool méthylique pour accélérer le processus. Une recette pour le désastre. Un jour, un jeune chef inexpérimenté a suivi les instructions du patron, probablement à la lettre. En versant de l'alcool méthylique, il a provoqué une explosion massive de poussière de charbon et de vapeur d'alcool. Les flammes ont été si violentes qu'il a subi des brûlures si graves qu'il est décédé plus tard à l'hôpital. Une perte tragique, totalement évitable si de meilleures pratiques avaient été respectées. Enfin, l'un des accidents les plus impressionnants mais heureusement moins tragiques s'est produit dans un restaurant d'hôtel en Papouasie-Nouvelle-Guinée, où je travaillais à l'époque. La cuisine avait un système de gaz mal installé, et un jour, cela a causé une énorme explosion. Une boule de feu de 2 mètres de large a jailli droit dans le système d'extraction. L'explosion a secoué tout l'hôtel de 20 étages, provoqué des incendies sporadiques et obligé tout le monde à évacuer. Par miracle, personne n'a été gravement blessé.
Le commis qui se trouvait juste à côté au moment de l'explosion a tout de même vu ses sourcils et une bonne partie de sa frange brûler. Pendant quelques semaines, il portait une coiffure involontairement originale et racontait fièrement son aventure. Je travaillais comme chef dans un restaurant japonais, un établissement où la précision, la tradition et le respect des ingrédients étaient au cœur de tout ce que nous faisions. L'un de nos plats les plus impressionnants et intrigants, souvent commandés par les clients les plus aventureux, étaient les tentacules de poulpe servis encore vivantes. Bien qu'elles ne soient pas vraiment vivantes au sens propre, les nerfs dans les tentacules restent actifs après leur préparation, ce qui fait qu'elles se tortillent encore dans l'assiette. C'est un mets spectaculaire, mais qui demande une certaine précaution pour être dégusté. Pour préparer ce plat, on découpe les tentacules d'un poulpe très frais en morceaux de taille égale, puis on les dispose dans une assiette avec une sauce à base de soja, de sésame et un peu de wasabi. En raison des nerfs résiduels, les morceaux se tortillent lorsqu'ils sont servis, ce qui impressionne toujours les clients. Mais il faut bien mâcher chaque morceau pour éviter tout risque, car les ventouses des tentacules peuvent encore s'accrocher. Un jour, un de mes jeunes employés, curieux de découvrir ce plat emblématique, a décidé de le goûter pour la première fois. Il était enthousiaste, presque excité, et je l'avais prévenu de bien mâcher les morceaux pour éviter tout problème. Mais, comme beaucoup de novices, il a sous-estimé la force des ventouses. Il a pris une bouchée, un peu trop grande à mon goût, et avant même que je ne puisse intervenir, je l'ai vu déglutir sans avoir mâché correctement. Immédiatement, il a commencé à s'agiter. Son visage s'est crispé, et il a porté ses mains à sa gorge. Les tentacules s'étaient accrochés dans son œsophage, obstruant partiellement sa respiration. La panique s'est installée dans la cuisine. Je suis immédiatement intervenu, essayant de l'aider à expulser ce qui bloquait sa gorge, mais rien n'y faisait. Il était devenu rouge, et sa respiration était de plus en plus difficile. On a rapidement appelé une ambulance, et il a été emmené d'urgence à l'hôpital. Là-bas, les médecins ont dû retirer les morceaux coincés en utilisant une pince spéciale, et ils m'ont dit qu'il avait eu beaucoup de chance de s'en sortir sans blessure grave. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.